Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3147 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 12 décembre avec un anniversaire. Il s'agit de Michael Olise, le joueur français du Bayern Munich qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Bonne année à lui. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier en Ligue des Champions. Et on commence tout d'abord avec les clubs français, tout d'abord avec l'AS Monaco qui se déplaçait du côté de Arsenal. C'était une très belle affiche et c'est Arsenal qui s'est imposé logiquement 3-0 contre l'AS Monaco. Donc Bukayo Saka fait très mal à Monaco vu qu'il inscrit un doublé et une passe D pour le but de Kai Havertz. Donc voilà, décisif sur les 3 buts, le jeune joueur anglais. Donc bon, il n'y a pas eu match, bien sûr. Monaco a été totalement impuissant face à cette très belle équipe de Arsenal. Arsenal, c'est 16 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc Monaco, c'est seulement 7 tirs et seulement 2 tirs cadrés. Donc voilà, logiquement, Arsenal s'est imposé. Logiquement, Arsenal a pris bien sûr ses 3 points. Donc voilà, Monaco impuissant. Trop faible voilà, pour gêner cette équipe de Arsenal qui est très forte cette saison. Et c'est que côté Monaco, toute compétition confondue, les derniers résultats ne sont pas bons. 3 défaites en 4 matchs pour l'AS Monaco. Ils ont seulement gagné contre Toulouse, mais ils ont perdu contre Arsenal hier. Ils avaient perdu contre Marseille 2-1. Ils avaient perdu également contre le Benfica lors du dernier match de Ligue des Champions, même si l'arbitrage avait été très moyen. Bref, c'est une défaite 3-2. Donc, voilà, concernant Monaco, dans une période plus compliquée, dans cette période-là, qu'en début de saison, ils enchaînaient les matchs sans perdre. Et triste record pour les clubs français en Angleterre avec cette défaite hier soir face à Arsenal. l'AS Monaco enregistre la 9e défaite de suite d'un club français en terre anglaise en Ligue des Champions, une première dans l'histoire. Jamais les clubs français avaient enchaîné 9 défaites d'affilée du côté de l'Angleterre en LDC, chose faite. Donc déjà les 3 derniers, c'est à chaque fois Arsenal qui a fait mal au club français. Donc là hier contre Monaco, 2-0 contre le PSG cette saison. La saison dernière c'était Lens qui avait pris un 6-0 contre Arsenal. La saison dernière il y a eu le PSG qui est parti à Newcastle, défaite 4-1. L'OM à Tottenham c'était 2-0. Chelsea contre Lille 2-0. City 3 fois donc contre le PSG 2-0 et 2-1 et contre l'OM 3-0, ce qui fait 9 défaites d'affilée. Voilà, donc c'est que les clubs français galèrent à aller s'imposer ou prendre des points du côté des équipes anglaises en Ligue des Champions. Concernant les futurs adversaires de l'AS Monaco, il reste encore 2 rencontres. Donc prochain match à domicile contre Aston Villa. Aston Villa, les gars, c'est aussi très fort. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Voilà, ce sera le prochain adversaire de Monaco. Ce sera au Stade Louis II. Après, Monaco finira avec un déplacement du côté de l'Inter Milan pour le 8e et dernier match de cette phase de poule de Ligue des Champions. A noter qu'il y avait pas mal de supporters monégasques hier du côté du stade de Arsenal, plus de 1500 supporters monégasques étaient présents. À Louis II, c'est plutôt timide. On sait que c'est très rare de voir le stade Louis II à guichet fermé. On voit souvent beaucoup de places libres, mais à l'extérieur, souvent les parkages sont remplis quand c'est l'AS Monaco qui se déplace. Et côté Arsenal, parce que là on n'a parlé que côté monégasque, mais côté Arsenal, donc soirée parfaite 3-0 et officiel, Arsenal est qualifié au minimum pour les barrages de la Ligue des Champions. Même s'ils perdent les 2 derniers matchs, ils seront sûrs d'être parmi les 24 premiers dans cette poule unique des 36 équipes et du coup d'accéder au 16e de finale au moins. Ils peuvent bien sûr, en cas de victoire lors des 2 prochains matchs, même atteindre le top 8 et éviter bien sûr de jouer les barrages. L'homme du match c'est lui, c'est Bukayo Saka. Bon, pas trop de surprise, un doublé, une passe D, donc décisif sur les 3 buts. De gros matchs de la part du joueur anglais et les stats de fou cette saison pour Bukayo Saka. Donc 21 matchs, 9 buts et 11 passes D. Un joueur exceptionnel. C'est pour ça que c'est un très grand joueur parce qu'il a des stats comme ça, saison après saison. Et en Ligue des Champions, dans sa carrière à domicile, donc il a joué 7 matchs à domicile en LDC. Donc 6 buts pour 3 passes D. Voilà, donc il performe énormément du côté du stade de Arsenal. Et tiens, en parlant de sa note, une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe. À noter que Salisu, donc joueur de l'AS Monaco, donc lui, le fiasco, une note de 2 pour sa performance hier contre l'équipe de Arsenal. Et William Saliba, un défenseur d'Arsenal. Donc à propos des clubs français, il a dit il ne nous respecte pas, même ici en Angleterre. Il pense que c'est la Farmer League. Souvent, je vous emploie ce mot de Farmer League. C'est ce que pensent les supporters anglais de la Ligue française, et même lui le dit, William Saliba, vu qu'il habite en Angleterre, il voit les journaux, et voilà, il considère bien sûr les clubs français très faibles. Bon, après, oui, peut-être hier, Monaco a galéré, mais il y a eu beaucoup de fois où les clubs français, bien sûr, ont battu des clubs anglais. Bref, on continue, on va parler d'une autre équipe française. Donc, elle s'est imposée, c'est à 18h45 hier entre Lille et l'équipe autrichienne de Sturm Graz. Et Lille s'est imposée 3-2. Donc, Lille menait 2-0. Ils se sont fait revenir, but coup sur coup. Donc, un but juste avant la mi-temps et un but à la reprise de
deuxième mi-temps, donc voilà, dommage. Mais voilà, Lille, grâce à Arnson, en toute fin de match, une grosse frappe puissante sous la barre, et bah du coup, ils ont repris l'avantage et gagné le match, très important. Donc félicitations bien sûr aux Lillois, hein. Donc Sarawi, Bakker et Arnson ont été les 3 buteurs côté LOSC, hein. Donc 18 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts. Donc je regardais un peu le match hier. Donc voilà, Lille a été totalement supérieur à cette équipe autrichienne. Donc la victoire est très logique, même si Lille s'est fait peur dans la rencontre. Donc Lille a la joie en une du journal L'équipe aujourd'hui en s'imposant hier soir. Le LOSC a assuré sa qualification également. Ils sont sûrs d'être au moins parmi les 24 premiers. Donc ça, c'est déjà une grande réussite pour eux. Ils visent désormais une participation directe au 8e de finale, c'est-à-dire finir dans le top 8. Et comme ça, tu joues pas les barrages. Donc voilà, l'objectif maintenant de LOSC, hein, mais voilà, les playoffs au minimum pour eux. Et c'est vrai que, il le dit, Olivier Létang, le président de Lille, hein, l'idée est à minima de gagner un des 2 derniers matchs pour essayer d'intégrer le top 8. Voilà, donc voilà, éviter, comme j'ai dit, hein, ces tours de barrage, hein, qui seront très compliqués. Et c'est que cette saison, elle est très bonne, hein, cette saison de Lille. Donc 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. N'oubliez pas que vous avez commencé directement avec une défaite, hein, contre le Sporting. En plus, ils n'avaient rien montré lors de ce match-là. Ils ont été totalement dominés. Et depuis, ils ont quand même affronté le Real, l'Atlético, la Juve, même Bologne. Ils n'ont perdu aucun match. Il y a eu 4 victoires, 1 nul. C'est quand même exceptionnel, hein. Donc 10 buts marqués pour 7 buts encaissés. Donc voilà, actuellement, c'est une très belle saison européenne pour le LOSC, hein. Et si on revient encore plus loin et si on rajoute la Ligue 1, regardez, le LOSC poursuit sa série historique sans défaite, hein, depuis le match là, le 3-3 contre Strasbourg, où avant ce match, hein, ils avaient enchaîné quand même 5 défaites d'affilée. Donc là, ils étaient en crise totale. L'entraîneur était sur la sellette et depuis, il n'a pas perdu le moindre match, alors qu'on peut voir qu'il y a quand même des adversaires redoutables. Donc actuellement, voilà, ils sont dans une période incroyable, bien sûr, Lille. Et pour la première fois de son histoire, le LOSC a marqué 10 buts en Ligue des Champions sur la même saison. Il risque encore de marquer des buts parce qu'il reste encore 2 matchs à jouer, voire enfin encore même 4 matchs à jouer, les 2 matchs de poule, plus encore soit les 16e ou soit les 8e de finale qui se qualifient directement, enfin encore 2 matchs en plus. Donc ils risquent encore de marquer, c'est déjà historique pour eux d'avoir marqué 10 buts en LDC sur une même saison. Les notes, tiens, par rapport à ces 2 joueurs-là, donc Bakker, buteur, donc il a obtenu la note de 6 sur 10, un match satisfaisant. Et Boadi, vous savez, ce milieu de terrain de 17 ans, donc lui s'est trouvé une note de 3. Il était fautif sur un but pris par son équipe hier. Et Olivier Létang, donc le président de Lille, hein, s'est exprimé à notre micro, donc voilà, c'était, je ne sais pas sur quel diffuseur, et il avait amer, hein, contre la programmation de OM LOSC ce week-end, parce que Lille a joué hier, et Lille joue dès après-demain, il joue déjà samedi à 17h à Marseille. Voilà, donc rendez-vous compte, ils ont déjà joué hier, donc là c'est, on va dire, un jour de repos. Donc demain peut-être entraînement et dès après-demain ils ont déjà un match. Voilà, c'est quand même très juste. Il a dit j'avais l'autorisation du président de l'OM pour jouer dimanche, donc un jour plus tard, ça va faire un jour de plus en repos. Donc il a dit à Marseille, ça sera notre 25e match, le 15e pour l'Olympique de Marseille. Marseille ne joue pas de Coupe d'Europe, donc eux bien sûr il y a des matchs en moins. Je me pose des questions sur l'équité de la compétition, la santé des joueurs et sur la qualité du spectacle. En plus Lille, ils ont passé par les barrages, donc ils ont eu encore des matchs en août dernier. Voilà, pour se qualifier pour la Ligue des Champions, parce qu'ils ont dû passer par le 3e tour et les barrages. Donc voilà, ils vont jouer leur 25e match là, dimanche. Enfin samedi contre Marseille, alors que l'OM, ça sera seulement leur 15e match de la saison. Bon bref, c'est comme ça, on sait que les calendriers maintenant sont fous. On continue avec d'autres rencontres. Tiens, on va parler de ce Dortmund FC Barcelone. Donc le Barça s'est imposé 3-2 du côté de Dortmund dans un match fou, hein, 5 buts dans la rencontre. Ça a été une très belle partie. Donc les buteurs de côté Dortmund, c'est Sam Guirassy doublé, un but sur penalty, un but dans le jeu. Et côté FC Barcelone, donc doublé de Ferran Torres et un but de Rafinha. Donc voilà, beaucoup de buts, hein. Et à noter que tous les buts ont été inscrits en seconde période. Voilà, il ne fallait pas louper la deuxième mi-temps dans ce match spectaculaire. Voici les statistiques de la partie. Donc je regarde un peu le match et c'est que le Barça a eu les occasions franches, hein. Donc regardez les tirs, hein. Donc 13 tirs, 12 pour Dortmund, mais les tirs cadrés, donc 8 pour le Barça et 2 pour Dortmund, hein. 2 tirs cadrés pour Dortmund, 2 buts inscrits. Inaki Peña fait aucun arrêt hier. Mais bon, son équipe s'est imposée, c'est bien ça le plus important et officiel. Le FC Barcelone est qualifié au minimum pour les barrages de la Ligue des Champions. Même s'ils perdent leurs 2 derniers matchs, ils seront sûrs d'être parmi les 24 premiers. Mais bon, l'objectif actuellement sont deuxième, hein, derrière Liverpool dans cette poule unique. Bien sûr, s'il y a encore une victoire pour le Barça, ils seront dans le top 8. Et ils éviteront, comme j'ai dit, hein, les barrages qui seront très compliqués. Donc c'est vrai que le Barça, les gars, c'est quand même 5 victoires d'affilée en Ligue des Champions. Ils avaient commencé le premier match, ils avaient perdu contre Monaco, hein, souvenez-vous, 2-1. Puis depuis, ils ont enchaîné 5 matchs, 5 victoires. Voilà, donc ça va très très bien actuellement pour le club du FC Barcelone. Donc le meilleur joueur du match, c'est lui, c'est Lamine Yamal. Donc la joie de Lamine Yamal qui récupère son premier MOTM en Ligue des Champions. Donc meilleur joueur de la rencontre. Donc félicitations à lui, hein. Donc maintenant, c'est même plus une révélation, c'est même plus un crack. On sait que
que c'est un joueur confirmé alors qu'il a seulement 17 ans. Il fêtera ses 18 ans dans quelques mois, Lamine Yamal. Et ses stats cette saison avec sa nouvelle passe D, donc c'est 20 matchs, toutes compétitions confondues, déjà 6 buts et surtout 11 passes D. Voilà, donc il donne des caviars, il marque des buts. C'est un joueur extrêmement complet. Ce Lamine Yamal, donc Lamine Yamal, passeur D pour Ferran Torres. Ferran Torres, c'est le super sub parfait du côté du FC Barcelone. Parce que Ferran Torres, voilà, 4 buts sur ses 3 derniers matchs pour monsieur Ferran Torres. Voilà, donc doublé hier, il a marqué également un but là, il y a quelques jours en championnat, en Liga. Donc, il ne joue pas tout le temps, mais quand il joue, il est décisif. Le joueur Ferran Torres. On va parler aussi de Rafinha, premier buteur côté FC Barcelone. Et Rafinha aussi, c'est très très fort. 6 buts en 6 matchs de Ligue des Champions. Il est deuxième meilleur buteur ex aequo avec Guirassy. Le meilleur buteur, c'est Lewandowski. Tiens, ils étaient tous hier, les 3 meilleurs buteurs cette saison de la Ligue des Champions. Ils étaient tous sur la pelouse hier lors de ce Dortmund FC Barcelone. Et c'est que Rafinha, buteur avec le Barça. Donc, toute compétition confondue, il a joué 24 matchs depuis août. Et 17 buts et 9 passes D. Oui, c'est pour moi le meilleur joueur du FC Barcelone cette saison, devant certainement Lamine Yamal et Lewandowski. Pour moi, le meilleur, ça reste quand même Rafinha. Il est quand même impressionnant. C'est actuellement la période de Rafinha Prime qu'on est en train de vivre. On va parler aussi côté Dortmund parce que Guirassy a été aussi à la hauteur de l'événement avec un doublé pour Guirassy face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Donc, lui fait une vraie campagne de Champions League avec 6 buts inscrits. Donc, j'ai dit deuxième co-meilleur buteur avec Rafinha. Et 2 passes D, on peut rajouter aussi pour Guirassy. Donc, voilà, félicitations à l'attaquant guinéen. Et depuis le début de la saison dernière, 61 matchs depuis août 2023, 48 buts et 7 passes D. Les stats sont incroyables bien sûr. Donc à moins d'une semaine, voilà, on va savoir s'il sera le grand vainqueur du Ballon d'Or africain. Parce que le Ballon d'Or africain, tiens, c'est dans quelques jours. Et ça reste comme le grand favori pour remporter. Bien sûr, ce Ballon d'Or africain est succédé à Victor Osimhen qui avait remporté le dernier. Et après un de ses buts, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième. Donc juste un gars chill. Il y a souvent maintenant des joueurs, quand ils marquent, ils font cette célébration de mettre leurs mains dans leurs shorts. Et voilà, en gros, c'est des gars chill, des gars tranquilles. Voilà la célébration hier de Guirassy. Et à noter juste le coup dur à côté Borussia Dortmund, c'est Nico Schlotterbeck. C'est blessé à la fin du match entre le Barça à la suite de la dernière action du match. Le joueur est mal retombé après une tête et sa cheville s'est tordue. Et on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Il a été évacué sur civière à l'hôpital. Donc ça sent pas bon. On pense qu'il sera forfait pendant quelques semaines, voire quelques mois. Donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. On continue, on va parler d'une autre très belle affiche, la Juventus Turin contre Manchester City. Et c'est la Juve qui s'est imposée 2-0. Là aussi, il ne fallait pas louper la deuxième mi-temps parce que les 2 buts ont été inscrits en seconde période. Donc Dusan Vlahovic à la 53e et Weston McKennie à la 75e minute de jeu. Donc rien à dire, une belle victoire de la Juventus Turin. Voici les stats. Donc Manchester City a eu plus de possession de balle, un peu plus de tirs, 12 contre 10 pour la Juve. Mais c'est bien la Juventus qui a été plus efficace. 5 tirs cadrés, 2 buts. Manchester City, c'est 3 tirs cadrés, c'est 0 but marqué. Et du coup, la Juve s'est imposée. Et City, les gars, continue de patauger dans la crise totale de Guardiola après la nouvelle défaite de City. Donc on a bien joué, très bien joué. Je suis si fier de mes joueurs. Donc bon, il a dit ça certainement à l'ironie, dire qu'il est dégoûté bien sûr encore de cette défaite de son équipe. Et c'est vrai que City, c'est seulement une victoire sur les 10 derniers matchs. Qui aurait pu penser qu'on envoie des stats comme ça à peu près 2 ans quand ils ont remporté la Ligue des Champions. Si on serait dit 2 ans plus tard, ils allaient enchaîner 10 matchs en gagnant seulement une rencontre. C'est quand même fou, 23 buts encaissés sur ces matchs-là. Donc voici, ils ont gagné contre Nottingham 3-0. Ils ont fait nul contre Palace, nul contre Feyenoord et sinon ils ont tout perdu. Oui, c'est la crise, c'est la crise totale. Du côté de Manchester City, on va parler d'un joueur qu'on n'entend plus du tout parler parce qu'il ne marque plus. Lui aussi, il est dans la crise, il n'arrive plus à marquer. C'est Erling Haaland. Donc son match hier face à la Juve, un match catastrophique. Donc il a joué le match entier, 92 minutes. Donc 8 passes, dont 3 ratés. 8 passes seulement en 92 minutes. En plus, il en a loupé 3 des passes. Donc 9 pertes de balles, donc 0 ballon récupéré, 0 dribble, 0 but, 0 passe clé, 0 duel gagné. Match catastrophique de la part d'Erling Haaland. On va parler aussi de Bernardo Silva qui a joué hier. Il a joué son 74e match de Ligue des Champions avec Manchester City et c'est un record. Il bat ainsi le record de Fernandinho qui avait disputé 73 matchs avec le club mancunien. Donc c'est lui maintenant qui a le plus de caps, le plus de matchs joués avec City du côté de cette Coupe d'Europe. Toujours avec Manchester City, donc il y avait des supporters hier qui étaient dans le stade de la Juve. Ils ont voulu partir tout simplement avant la fin du match. Et les supporters de City qui ont tenté de quitter l'Allianz Stadium ont été informés qu'ils ne pouvaient pas partir avant la fin du match pour raison de sécurité. Ils ont dû regarder leur équipe patauger jusqu'à la fin de la rencontre. Donc voilà ce qui s'est passé encore hier. Et c'est que le prochain match de City, ça sera ce week-end. Ça sera contre Manchester United.
Voilà, donc City United, c'est un derby, c'est un match en plus où les deux équipes sont pas au mieux. United aussi sont enchaîné des défaites, là, 2 défaites d'affilée pour Ruben Amorim. Donc voilà, malheur aux perdants. Voilà, c'est vrai que c'est 2 équipes en grande difficulté, c'est 2 Manchester. Là, sur les derniers matchs et le prochain match aussi de City en Ligue des Champions, ça sera un déplacement à Paris où City est 22e, ils sont 22e de la Ligue des Champions, le PSG 25e. C'est un match où les 2 équipes ne veulent absolument pas perdre. Donc rendez-vous le 22 janvier prochain. Donc City, les gars, ils ont 8 points, le PSG 7 points. Voilà, un City seulement 8 points. Voilà, donc c'est pour ça qu'eux aussi vont vouloir prendre des points, mais aussi Paris qui sera à domicile. Voilà, le match de la peur, on peut dire le 22 janvier prochain entre ces 2 équipes. Et concernant l'équipe de la Juventus Turin, parce qu'on en a parlé que côté City ça n'allait pas, mais côté Juve, parfait, une victoire bien sûr 2-0. Dusan Vlahovic élu homme du match, il a été buteur, l'attaquant serbe, félicitations à lui. Et à noter que Timothy Weah a délivré une passe D à Mike Kenny, marquant ainsi la première fois dans l'histoire de la Champions League que 2 joueurs américains ont combiné pour inscrire un but. Voilà, donc vous avez compris, Weah qui a fait la passe D pour Mike Kenny, donc 2 joueurs américains. Passeur des buteurs, donc c'est la première fois que ça arrive en Ligue des Champions, avec 2 joueurs américains. En gros, quand ils ont célébré en mode Harry Potter. Voilà, les 2. Voilà ce qu'on va dire sur cette rencontre. On va parler cette fois-ci de l'Atlético Madrid qui joue contre le Slovan Bratislava. Donc l'Atlético très tranquille. L'Atlético ça marche fort comme ces derniers temps. Les enchaîne victoire sur victoire. Donc hier 3-1. Donc Julian Alvarez, magnifique but et un doublé d'Antoine Griezmann. Voilà, donc, parfait pour l'Atlético. 19 tirs, 6 tirs cadrés. 3 buts marqués. Donc la victoire est totalement logique. Et Antoine Griezmann c'est lui l'homme du match de cette rencontre. Donc il inscrit un doublé. Dans la victoire de l'Atlético, il y a pas mal de joueurs français qui ont remporté ce prix d'homme du match. Donc je pense à Griezmann, je pense à Mikel Olise, je pense à Bradley Barcola également qui l'a remporté. Peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai peut-être pas en tête, mais voilà, c'est qu'il y en a pas mal remporté. Ce prix d'MVP d'un match de Ligue des Champions sur cette semaine européenne. Et Griezmann qui est à 38 buts, donc il a marqué son 39e et 40e but en Ligue des Champions. Félicitations bien sûr à Grisou, il est par exemple 10 buts en moins que Mbappé, lui qui a 50, pour comparer bien sûr avec un autre joueur français. Et c'est que sur ses 5 derniers matchs, à chaque fois il a marqué au moins un but, voire sur ses 2 derniers matchs doublés contre Séville. En plus il perdait 3-1, ils ont gagné 4-3 où il a marqué le but victorieux à la 94e, c'était il y a quelques jours. Et là, hier, doublé également. Donc voilà, c'est le prime, on a l'impression d'Antoine Griezmann depuis quelques semaines. Donc félicitations Lyon, on peut voir ses performances chaque match avec des grosses notes sur les applications bien sûr. Et à noter l'autre buteur, c'est Julian Alvarez qui a marqué le but au bout de 16 minutes de jeu. Et voilà, sublime but, on peut le voir là, dans la surface. En gros, c'est parti en pleine lucarne. Le gardien, c'est impossible de l'arrêter. Son 12e but de la saison pour la recrue Julian Alvarez. Et côté Bratislava, donc l'équipe qui a perdu 3-1, donc eux c'est officiel, le Slovan Bratislava est éliminé de toute compétition européenne. Voilà, 6 matchs, 6 défaites, 0 points. Même s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, ils auront 6 points. Ça ne suffira pas pour atteindre les barrages. Et ils ont quand même pris 21 buts. Voilà, donc voilà, ça a été une saison très compliquée pour eux. À l'image aussi de Leipzig, qui a les mêmes stats. 6 matchs, 6 défaites, eux aussi sont officiellement éliminés. L'AC Milan contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et l'AC Milan s'est imposé 2-1. Donc Rafael Leao et Tammy Abraham ont été les 2 buteurs. Abraham buteur à la 88e, en toute fin de rencontre. Donc Radojnik, qui est ancien joueur de l'OM, a été buteur côté Étoile Rouge de Belgrade, mais ça n'a pas suffi. Donc belle victoire de Milan, victoire logique, 20 tirs, 10 tirs cadrés, 2 buts, il y a eu quand même 8 arrêts du gardien de l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc le meilleur joueur du match c'est lui, c'est Rafael Leao. Félicitations bien sûr au joueur portugais. Donc c'est son 6e but de la saison. Buteur hier, c'est vrai qu'il ne fait pas non plus une énorme saison. On a déjà connu des saisons où il avait marqué plus de buts, mais voilà, il a été buteur et meilleur joueur de cette rencontre hier. Le joueur Rafael Leao. Stuttgart, un futur adversaire aussi du PSG. Donc PSG, il y aura City. Le dernier match, ce sera un déplacement à Stuttgart. Attention, parce que cette équipe hier a posé un 5-1 au Young Boys de Berne. Donc voilà, on peut voir tous les buteurs. Côté Stuttgart, Millau, tiens, qu'on va parler juste après, a été buteur. À noter que les Suisses a mené 1-0. Puis après, Stuttgart a marqué 5 buts et a gagné la rencontre. Donc 20 tirs, 6 tirs cadrés pour 5 buts marqués. Seulement un arrêt du gardien suisse. Peut-être falloir changer de gardien. Et Young Boys de Berne, c'est un tir cadré, un but. Donc c'est vrai qu'il y a eu seulement un arrêt d'un gardien hier. Sinon tous les tirs cadrés ont fini au fond des filets. Ça a été, on va dire, très moyen niveau gardien de but. Et Enzo Millau, donc joueur français, encore buteur avec Stuttgart. Donc cette saison, c'est statistique, 22 matchs joués, 7 buts et 4 passes D. N'oubliez pas que ce joueur rêve de jouer au Paris Saint-Germain. Il jouera contre le PSG dans quelques semaines. Le Feyenoord Rotterdam contre le Sparta Prague. Donc le Feyenoord un 4-2. Une belle victoire pour eux. On peut voir les buteurs à côté Feyenoord. Et on va parler du joueur là, Hadji Moussa. Donc, les stats, je le montre tout le temps. Donc là, on peut voir
les statistiques, plus de tirs cadrés bien sûr côté Feyenoord. Et ce joueur les gars, Anis Hadj Moussa, 22 ans, joueur algérien, et ben c'est déjà son 6e but sur ses 7 derniers matchs, son 3e but en Ligue des Champions. Il avait été buteur lors du dernier match contre City où il perdait 3-0, souvenez-vous le Feyenoord, ils étaient revenus à 3-3, c'était lui qui avait marqué le but du 3 on va dire, la remontada. Donc voilà, et encore buteur en Ligue des Champions, un nom à surveiller ce joueur Moussa, joueur algérien. Et on finit qu'il y avait le Benfica contre Bologne 0-0, pas grand chose à dire. Rien à dire sur cette rencontre où le Benfica a eu plus de tirs mais n'ont pas réussi à marquer le moindre but dans cette partie. Du coup, tous les résultats de cette 6e journée, 2e phase de match. On a parlé des premières parties de match hier, bien sûr, avec les résultats d'avant-hier. Donc voilà, bon, pas trop de surprises. Voilà, pratiquement là aussi, les plus gros gagnés, que ça soit Lille, que ça soit Arsenal, que ça soit le Barça. Bon, City a perdu, mais c'était quand même la Juve en face. L'AC Milan s'est également imposé. Voilà, donc pas trop de surprises, pas mal de buts inscrits. Donc les meilleurs joueurs sur cette semaine de Ligue des Champions, sur les matchs bien sûr de mardi mercredi, on a le choix entre Michael Olise. Donc Michael Olise c'est un doublé, une passe D. Bizot, le gardien de Brest, une qualité exceptionnelle, beaucoup d'arrêts, pourquoi pas un gardien, c'est vrai qu'on voit souvent des attaquants qui sont récompensés, pourquoi pas un gardien, parce qu'il a fait un énorme match contre le PSV. Griezmann, donc doublé avec l'Atlético nommé, et aussi Bukayo Saka, doublé, une passe D. Voilà, donc ceux qui ont les meilleurs stats, c'est Olise et Saka, ils ont les mêmes stats, doublé, une passe D, ça va certainement se jouer. Entre un des deux, peut-être pas. Moi, je le donnerai au gardien, Bizot, qui a fait quand même une partie exceptionnelle contre le PSV. On connaîtra aujourd'hui, bien sûr, le vainqueur, le meilleur joueur de cette semaine de Ligue des Champions concernant le classement des meilleurs buteurs. Donc, un peu de changement. Donc, Lewandowski reste toujours en tête, 7 buts, il n'a pas marqué, mais Rafinha, buteur, Guirassy, doublé, donc les deux sont à 6 buts. Donc, Vini, lui, 5 buts, donc il a été buteur. Harry Kane, 5 buts aussi, il n'a pas joué. Wirtz a été. Non, il n'a pas été buteur, mais il est là aussi, Gyökeres, Haaland. Donc voilà, ce classement actuellement des meilleurs buteurs. Donc les deux joueurs comme du FC Barcelone, Lewandowski et Rafinha sont les deux actuellement en tête. Et du coup, le classement après la 6e journée, donc c'est simple, on peut voir chaque colonne. Donc du coup, la colonne de gauche, on va de la première à la 8e position. Donc peut-être comme ça, vous verrez mieux. Voilà. C'est mieux, donc de la première à la 8e position. Pour l'instant, les équipes qui seraient directement qualifiées pour les 8e, à Brest et Lille seraient directement 8e. Ils éviteraient de jouer les 16e, ce serait incroyable. Bon, il reste encore 2 matchs, bien sûr. Donc ensuite, de la 9e à la 24e place. Donc en gros, par exemple, Dortmund jouerait contre les Dynamo, le Bayern jouerait contre le PSV, l'Atlético jouerait contre Manchester City, vous avez compris, avec l'Atlético qui recevrait au match retour. Bon, ça va encore beaucoup bouger, il reste bien sûr 2 matchs. Et de la 25e à la 36e position, ben voilà. Tel de Berne, on peut parler aussi d'eux. Je parlais de Bratislava et Leipzig. Donc Berne aussi, c'est fini. 6 matchs, 6 défaites, eux aussi sont officiellement éliminés de cette Ligue des Champions. Donc le PSG était 25e avant cette journée Ligue des Champions. Il reste à la 25e position. Ils n'ont pas gagné de place, le Paris Saint-Germain. Mais bon, ils ont comblé un creux. Ils avaient pas mal de points de retard. Et cette fois-ci, ils ont 7 points. Donc voilà, devant, il y a 8, 9, 10 points. Voilà, donc il va falloir prendre des points, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Je dis, il faut atteindre au moins les 10 points pour être quasiment sûr d'être au barrage. Il va falloir gagner soit contre City, soit contre Stuttgart. Si possible, les deux. Là, tu pourrais même faire dans la meilleure partie, on va dire, des barrages et peut-être recevoir au match retour. On est encore très loin, bien sûr, pour le PSG. Mais voici, les gars, c'est ce classement de cette poule unique. Concernant les clubs français, si on fait le bilan, bien sûr, des résultats. Donc, les résultats sont plutôt bons avec quand même 3 victoires et seulement une défaite. Bon, une défaite de Monaco, mais sinon victoire de Lille, du PSG et du Stade Brestois. Donc, oui, la semaine est bonne parce qu'il y a plus de victoires que de défaites. À noter, tiens, le pourcentage de qualification, donc Brest 100%, sûr d'être qualifié pour les barrages après le top 8, 31% pour Brest, qui joue, n'oubliez pas, le Real Madrid lors du dernier match. Donc Lille 100% barrage, ils sont sûrs d'être au barrage, 26% pour le top 8. Donc l'AS Monaco 98% pour les barrages. L'AS Monaco, combien de points l'AS Monaco? Ils sont 16e, 10 points, voilà, même s'ils perdent les deux derniers, 97% de chance bien sûr d'être au barrage. Après 3% seulement pour le top 8, c'est compliqué. Et le PSG 0% pour le top 8, c'est pas possible, mais pour les barrages 65%. Comme j'ai dit, il va falloir gagner au moins un match sur les deux qui restent. Voilà. On continue avec la Youth League, les gars, la Ligue des Champions Juniors. Il y a pas mal de rencontres. Concernant les clubs français, Monaco s'est incliné 2-0 à Arsenal et Lille a fait un partout contre Sturm Graz. Voilà, donc pas de victoire des clubs français, mais ça fait les affaires. Donc Lille, avec ce match nul, il se qualifie, voilà, pour les 16e de finale de la Youth League. Félicitations au LOSC et fait qualification également de l'AS Monaco malgré la défaite contre Arsenal. Ils avaient
gagné pas mal de matchs avant. Et bah du coup, avec les autres résultats, ils sont sûrs d'être qualifiés pour au moins les 16e de finale, cette équipe de l'AS Monaco, même en perdant hier. Donc félicitations aux deux. À noter que le PSG U19 eux sont éliminés. Avec les résultats, ils ont perdu 3-2 contre Salzbourg avant-hier. Et avec les résultats d'hier, ils ne peuvent plus accéder au barrage. Donc voilà, ils sont éliminés. Bon, il leur reste encore 2 matchs à jouer de poule, mais c'est sûr qu'ils ne seront pas au match élimination directe. On continue avec la Ligue des Champions féminine. Il y avait 4 rencontres hier. Très rapidement, l'équipe de Lyon s'est imposée 6-0 au Galatasaray. Donc parfait bien sûr. Grosse victoire et un succès qui leur permet de rester en tête de leur groupe de qualification bien sûr en phase finale. Elles sont qualifiées bien sûr pour les quarts de finale. Donc il y avait également Wolfsburg un 6-1 contre l'AS Roma. Il y a quand même des grosses différences de niveau quand même dans le football féminin, c'est fou. Donc aussi un autre 6-1 pour Chelsea contre Twente. La victoire 3-0 du Real Madrid contre l'équipe du Celtic. Donc voilà, concernant ces rencontres-là, il y aura encore des matchs ce soir, jeudi, avec par exemple le Barça ou même Manchester City qui joueront. Il y avait également un match de Coupe d'Europe, d'Europa League, un match avancé entre l'équipe du Fenerbahçe et l'équipe de Bilbao. Ça s'est joué hier. Voilà, hier normalement ça se joue le jeudi, ça s'est joué hier parce que Fener, il y a un autre club turc, Galatasaray, qui doit jouer ce soir aussi à Istanbul. Donc c'est pour ça que il ne peut y avoir qu'une équipe qui va jouer le jeudi, donc l'autre match est avancé la veille. Donc du coup, c'est Bilbao quand même qui s'est imposé 2-0 contre l'équipe entraînée par José Mourinho. Et il a inscrit un doublé, il s'agit de Inaki Williams, l'un des frères Williams avec son frère Nico. Donc voilà, parfait bien sûr pour Bilbao, très belle équipe. Tiens, jeudi dernier, ou c'était jeudi ou mercredi dernier, ils avaient battu, souvenez-vous, le Real Madrid 2-1. On sait que c'est une très belle équipe, donc voici les statistiques. Bon, j'ai pas vu le match, mais voilà, 9 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. L'équipe du Fenerbahçe à domicile, c'est seulement 4 tirs, une frappe cadrée. Donc voilà, ça a été très très moyen pour l'équipe de Mourinho. Donc Bilbao s'impose logiquement, donc avec les frères Williams qui ont été très bons, surtout Inaki qui a inscrit un doublé lors de cette rencontre. Et Bilbao en phase de poule de cette Europa League, donc 11 buts marqués pour seulement 2 petits buts concédés, 5 victoires consécutives. Ils doivent être premiers ou deuxième bien sûr de cette poule. Je vous montrerai bien sûr le classement demain vu que tous les autres matchs auront lieu ce soir, parce que regardez le gros programme de l'Europa League avec tous ces matchs-là à 18h45 et ceux-là à 21h. Donc avec par exemple, je prends au pif des belles équipes, donc l'AS Roma contre Braga, Manchester United se déplace à Pilsen, le Galatasaray contre Malmo. Donc concernant les clubs français les gars, donc Nice se déplace à l'Union Saint-Gilloise à 18h45 et Lyon contre Francfort à 21h. Donc Nice les gars, il n'y a plus le choix, ils ont 2 points, il reste 3 matchs à jouer. Donc là aussi il faut avoir à peu près 10 points pour passer au barrage. Donc 2 points, il va falloir gagner, même en gagnant tes 3 derniers matchs tu auras 9 points, tu n'es même pas sûr d'accéder au barrage. Donc voilà, Nice il n'y a pas le choix, s'il n'y a pas victoire, rien qu'un nul, ce sera quasiment élimination pour eux. Et Lyon qui a 10 points, ils sont très bien partis. L'objectif, atteindre le top 8 et éviter bien sûr les 16e de finale de l'Europa League. Donc voici les 2 rencontres. Et la une du journal équipe aujourd'hui, version Lyon, a dégusté chaud en gros. Donc 3 jours avant de défier le PSG, un dimanche à Paris. Lyon, donc voilà, c'est un match pour préparer bien sûr cette rencontre. Donc Lyon en pleine confiance, Lyon n'a plus perdu depuis au moins un mois et demi, 2 mois. Donc accueille le 2e de la Bundesliga, cette équipe de Francfort, 2e derrière Bayern Munich, avec plusieurs anciens joueurs parisiens dans ses rangs. Francfort est invaincu en Ligue Europa. Voilà, attention à cette équipe, il y a Kevin Trapp, il y a Hugo Ekitike, ancien joueur du PSG, qui affrontera ce soir l'équipe de Lyon, qu'il avait pu affronter dans le passé quand il était à Reims ou même quand il était au PSG. Donc voilà, concernant cette rencontre, on souhaite bonne chance bien sûr à l'Olympique Lyonnais ainsi bien sûr qu'à l'équipe de Nice. Concernant la Ligue Conférence, la plus petite Coupe d'Europe, voici le gros programme. Donc là, il n'y a pas de club français, mais par exemple l'équipe Chelsea, les gros morceaux. Donc c'est à 16h30, ils joueront contre Astana, c'est au Kazakhstan. C'est pour ça que l'horaire c'est 16h30 cet après-midi si vous voulez suivre l'équipe de Chelsea. Et à noter que Richard Olysée, 20 ans, est dans le groupe de Chelsea pour le match de Chelsea cet après-midi. Il va beaucoup faire tourner Enzo Maresca parce que c'est qu'il y a la première ligue, puis cette compétition, ils sont déjà quasiment qualifiés pour la suite de la compète, donc là il va mettre quasiment l'équipe B, titulaire. Il s'agit du petit frère de Michael Olysée, on parlait tout à l'heure, qui fête son anniv. Donc il évolue au poste de latéral droit, il est dans le groupe et il pourrait peut-être jouer ce soir, peut-être rentrer en cours de jeu, on ne sait pas. Mais voilà, il est dans le groupe de Chelsea pour ce match cet après-midi. On continue, on va parler d'une autre rencontre, rien à voir avec la Ligue des Champions ou une compétition européenne, c'est par rapport à l'Intercontinental Cup. C'est entre le vainqueur de la Ligue des Champions nord-américaine et le vainqueur de la Ligue des Champions sud-américaine, donc Botafogo qui a gagné la LDC sud-américaine contre Pachuca, qui a gagné la Ligue des Champions nord-américaine, c'est une équipe au Mexique. Et Pachuca s'est imposé 3-0 contre Botafogo. Voilà, donc voilà, félicitations à eux. Donc voici les statistiques de la partie. Plus de 18 tirs comme pour Botafogo, seulement 2 tirs cadrés. Ils ont été très peu efficaces. Donc félicitations à Pachuca et du coup ils sont champions d'Amérique vu que c'était
un continent nord et le continent sud qui s'affrontaient. C'est Pachuca en gros, le continent nord-américain qui est champion d'Amérique. Et du coup, concernant cette Intercontinental Cup où la finale aura lieu mercredi prochain. Donc ils affronteront l'équipe de Al-Ahly parce que Al-Ahly, donc vainqueur de la Ligue des Champions africaine, a battu le vainqueur de la Ligue des Champions asiatique, l'équipe de Al-1. C'était également hier une victoire 3-0 et du coup Pachuca contre Al-Ahly et le vainqueur. Je vous raconte le Real, ils sont exempts de quart de finale, de demi. C'est directement la finale bien sûr pour le club européen. Donc le Real affrontera une de ces équipes-là. Donc la demi c'est le 15 et la finale c'est le 18. Ça sera dans le stade où s'est déroulée la finale de la Coupe du Monde 2022. Voilà, donc ça sera le 18 mercredi prochain. Et tiens, en parlant d'un joueur peut-être qui sera là, en plus il a marqué un triplé, souvenez-vous, dans ce stade de finale de Coupe du Monde il y a 2 ans contre l'Argentine, donc Mbappé. Et concernant sa blessure, n'oubliez pas qu'il est sorti sur blessure lors du dernier match du Real Madrid. Les examens de Mbappé décalés à jeudi, il devait passer hier normalement, mais hier mercredi, puis du coup on sait toujours pas ce qu'il a, parce que du coup ça sera plutôt aujourd'hui qu'il va passer ses examens, voilà, pour voir la gravité de sa blessure. Je crois qu'il est blessé derrière la cuisse. Ça sent pas bon déjà pour participer par exemple à cette rencontre. Et Mbappé, tiens, pour continuer avec lui, n'oubliez pas qu'il a inscrit son 50e but en Ligue des Champions lors du match contre l'Atalanta en 79 matchs, mais on peut rajouter aussi 27 passes décisives pour Kylian. Les stats sont bien sûr exceptionnels, donc décisifs, 77 fois en 79 matchs, quasiment décisifs à chaque match. Et Kylian Mbappé, mais toujours pas de Ligue des Champions remportée pour le joueur français. Concernant Vini, donc lui, il en a remporté bien sûr des Ligues des Champions. Et sur ses 4 dernières saisons de Ligue des Champions, 40 matchs, 22 buts et 18 passes D. Personne ne fait mieux sur cette période, sur les 4 dernières années. Personne n'a des stats aussi bonnes que celles de Vini Junior qui a lui remporté, je ne sais plus, 2 fois je crois la Champions League. Je crois que c'est ça. Vini il a remporté 2 fois. Et Jude Bellingham, tiens, aussi pour vous montrer qu'il va bien mieux actuellement que lors de son les premiers matchs. Donc de août à octobre, donc 11 matchs, 0 but, 3 passes D. Et là, novembre-décembre, donc 8 matchs, donc 3 matchs de moins, mais déjà 6 buts et 3 passes D. Voilà, les stats sont bien meilleurs actuellement pour Jude Bellingham. On va parler de Virgil van Dijk. Donc il a joué, c'était avant-hier contre Girona où Liverpool s'est imposé 1-0 grâce à Salah, buteur sur penalty. Donc lui il a joué et il a gagné, c'est quand même sa 200e victoire à Liverpool en 290 matchs. C'est pas mal, 200 victoires en 290 matchs, c'est simple. Il est le joueur le plus rapide à atteindre ce cap dans l'histoire du club, atteindre les 200 victoires en si peu de matchs. Exceptionnel bien sûr. Virgil van Dijk, n'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat en fin de saison, mais bon, d'après ce qui se dit, il devrait prolonger l'aventure. On va parler aussi de Leverkusen qui a marqué contre l'Inter avant-hier, une victoire 1-0. Mukiele a marqué après la 90e et voici quand même tous les buts du Bayer Leverkusen à partir de la 90e minute depuis le début de la saison dernière. Donc le dernier en date, l'Inter. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a du 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 ou même 90, plus 11 minutes de temps additionnel. Vous avez marqué un but contre Gladbach. Voilà, ils finissent souvent très très bien les matchs. Le Bayer Leverkusen. Et on finit les gars cet épisode avec une grosse info concernant les futures Coupes du Monde. Donc on sait la prochaine en 2026, ça sera au Mexique, au Canada et surtout aux États-Unis. Il y aura plus de matchs. Mais voilà, en 2030, ça y est, on sait où se déroulera. Mais c'était grand favori, mais cette fois-ci c'est officiel, c'est sûr, officiel. La Coupe du Monde 2030 aura lieu au Maroc, au Portugal et en Espagne. Elle se jouera même aussi dans d'autres pays. Donc en gros, ça sera sur 3 continents, en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. Donc voilà, parce qu'il y aura aussi des matchs en Argentine, en Uruguay et en Paraguay lors de cette Coupe du Monde 2030. En gros, c'est simple. En 2030, le mondial du centenaire, parce que la première Coupe du Monde a été créée en 1930, donc là, ce sera en 2030, donc ça fera 100 ans de Coupe du Monde. Et du coup, le mondial du centenaire va en réalité unir 6 pays et 3 continents pour un montage inédit. Donc c'est simple. C'est après 3 rencontres inaugurales, respectivement en Uruguay. Premier match, ça sera en Uruguay, parce que la première Coupe du Monde avait lieu en Uruguay. Donc match d'ouverture sera Uruguay contre une autre équipe. Deuxième match sera l'Argentine qui jouera à domicile. Et le troisième match sera le Paraguay qui jouera. Puis après, tous les autres matchs auront lieu en Espagne, au Portugal et au Maroc. Donc voilà, concernant par exemple l'Uruguay, ils auront leur premier match à domicile et leurs 2 autres matchs de poule. Ils les joueront ailleurs. Ils joueront soit au Portugal, en Espagne, vous avez compris. Il y aura seulement 3 matchs en Amérique du Sud, en Uruguay, en Argentine et un au Paraguay. Et par exemple, du côté de l'Argentine qui jouera son premier match à domicile, ça sera le stade monumental de River Plate qui accueillera bien sûr le match inaugural de l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2030. Donc ensuite, la compétition, je l'ai dit, ça sera en Europe et en Afrique, du côté du Maroc. Et concernant Cristiano Ronaldo, ça sera au Portugal, n'oubliez pas. Donc la réaction de CR7 suite à la désignation du Portugal comme un des pays hauts de la Coupe du Monde 2030, il a dit c'est un rêve qui devient réalité. Le Portugal va accueillir la Coupe du Monde 2030 et va nous rendre fiers tous ensemble. Donc le GOAT aura 45 ans. Je pense
pas qu'il sera là quand même en 2030. Bon, après, on sait jamais, enfin, ça m'étonnerait, mais c'est vrai que ça peut donner envie, bien sûr, à Ronaldo de disputer une Coupe du Monde à domicile. Mais bon, à 45 ans, on pense qu'il arrêtera. Peut-être qu'il sera peut-être entraîneur, on ne sait pas d'ici là. Mais voilà, concernant CR7, il est très content. Et concernant un joueur, les gars, ça c'est fou, hein, Lamine Yamal, qui sera peut-être la méga star de ce mondial, peut-être 2026 et peut-être aussi 2030. Donc il aura seulement 23 ans. 23 ans, Lamine Yamal, tellement qu'il est jeune, les gars, voilà, donc il aura 23 ans en 2030. Il sera encore tout jeune, hein, à 23 ans, c'est fou. Hein. C'est fou, bien sûr, ce joueur précoce qu'est Lamine Yamal. Donc on a pris la Coupe du Monde, j'ai dit 2030, mais on a également appris, hier en gros, on a pris 2 Coupes du Monde à jouer. Donc 2030, j'ai dit, hein, les pays. Et en 2034, donc dans 10 ans, elle se jouera en Arabie Saoudite et c'est officiel aussi. Hein, ils étaient candidats et c'est sûr. Hein, la FIFA attribue la Coupe du Monde 2034 à l'Arabie Saoudite. Voilà, donc félicitations bien sûr. Donc ça sera seulement sur le pays saoudien, ça ne sera pas sur d'autres pays comme ça peut être au Maroc, Espagne ou Portugal pour la Coupe du Monde 2030. Donc félicitations bien sûr, donc c'est une grande Coupe du Monde, hein, on pense. Hein. Donc Benzema, suite à la désignation de l'Arabie Saoudite comme pays hôte, hein, je suis très content comme tous les Saoudiens, c'est un rêve qui devient réalité parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont fait la promotion bien sûr de la candidature du pays. L'Arabie Saoudite, des joueurs en plus qui jouent dans le championnat comme CR7, comme Neymar, comme Riyad Mahrez, comme Karim Benzema. Donc le Royaume accueillera bien sûr cette compétition voilà, dans 10 ans. Et ils veulent faire la plus belle Coupe du Monde. Ils vont construire des stades. Déjà on se souvient au Qatar, des stades étaient totalement fous. Donc là ils seront encore peut-être plus fous les gars. Un stade suspendu à 350 mètres accueillera la Coupe du Monde 2034. Ouais, un stade suspendu en gros. Donc il s'agit du Neom Stadium, accueillera 46 000 personnes au cœur de la ville futuriste Neom. Hein. Cette immense ville sera construite par l'Arabie Saoudite entre désert et mer pour la Coupe du Monde. Donc voici les gars quoi pour ressembler en gros. Donc on peut avoir la mer d'un côté, le désert de l'autre côté et en gros il y a une ville qui va être construite en hauteur où il y aura un stade en plein milieu. C'est fou, hein. Voilà, ils vont faire des trucs de fou. Bon, ça va viser bien sûr beaucoup d'argent. On sait qu'après l'Arabie Saoudite a énormément d'argent. Mais ouais, ils veulent faire une Coupe du Monde vraiment magnifique. Donc ils ont plus de 10 ans voilà, pour construire bien sûr ces stades magnifiques. Et du coup, tiens, on finit hein, les gars cet épisode aujourd'hui avec une question. Voilà, avec une question histoire de vous faire vieillir un peu, même voire beaucoup. Quel âge aurez-vous lors de la Coupe du Monde 2034? Donc en gros dans 10 ans. Vous aurez quel âge? Donc moi j'aurai 44 ans, voilà, dans 10 ans. Donc vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire lors de la Coupe du Monde 2034 quel âge vous aurez. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, bien sûr, demain vendredi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.